Vivons-nous dans des économies de marché ou vivons-nous dans des économies capitalistes ? On va se donner la peine d'aborder cette question qui pourra apparaître comme simplement terminologique, mais il arrive que le sémantique révèle le substantiel et il peut aussi arriver que les mots voilent ou masquent les choses. Il y a par exemple mystification quand le régime chinois parle de socialisme de marché pour désigner le modèle actuel de l'économie chinoise. Pour de vrai, il s'agit d'une économie capitaliste associée à une dictature politique. Au-delà de cet exemple, on part ici d'une conviction. La conviction de la pertinence possible de réflexions conceptuelles en matière économique, en complémentarité et non pas en substitution de développement plus formel des sciences économiques. Notre interrogation est donc conceptuelle. Qu'est-ce qu'une économie de marché ? Qu'est-ce qu'une économie de capitaliste ? En quel sens peuvent-elles différer ? Est-ce qu'une économie de marché et une économie capitaliste ont une seule et même chose, ou y a-t-il quelque chose de différent, quelque chose d'alternatif entre l'une et l'autre ? On pourrait nous objecter que l'interrogation sur les termes de capitalisme et de marché est dépassée depuis les années 1990, et notamment la chute du mur de Berlin. On pourrait nous objecter que la question des systèmes économiques a vécu dès lors que le marché règne partout, et on pourrait aussi nous objecter qu'il s'agit plutôt de délimiter le juste rôle ou la juste place de l'État en sus de l'éventuel rôle ou place qu'on pourrait accorder à un tiers secteur. Face à ces critiques possibles, on invoquera les graves crises économiques que nous rencontrons. Crise financière, crise sanitaire, crise environnementale, problèmes d'inégalité, problèmes de chômage. Toutes ces crises et tous ces problèmes sont en fait propres à notre système économique, tout comme d'ailleurs les succès économiques que ce système rencontre, notamment en termes d'efficacité. Et la pleine compréhension des choses, comme la proposition de bon remède, demande d'en revenir à la racine de l'affaire, au fond du système, si on veut. Un tel détour n'est certainement pas suffisant, mais il est peut-être nécessaire ou du moins utile. Je vous propose dès lors de cheminer en 3 temps. D'abord, on va rapprocher économie capitaliste et économie de marché autour du principe d'économie décentralisée. Ensuite, on va distinguer l'économie capitaliste et l'économie de marché, avec l'idée que l'économie capitaliste présente une asymétrie ou une hétérogénéité qui tranche avec le caractère homogène ou symétrique de l'économie de marché. Et enfin, on soulignera que la motivation, le cœur dynamique de l'économie capitaliste est constitué par la logique du capital, logique d'accumulation et de rentabilisation du capital, ce qui, là aussi, tranche avec une économie de marché qui est gouvernée par la souveraineté des consommateurs, par la satisfaction des consommateurs. Je précise enfin que le propos essentiellement conceptuel sera nourri d'histoire de la pensée économique et de théorie économique comparée. Je commence donc par évoquer marché et capitalisme comme 2 formes d'économie décentralisée. Dans une économie décentralisée, les décideurs économiques sont des individus indépendants. Des agents qui sont définis comme libres et égaux, notamment par des libéraux économiques comme Friedrich von Hayek ou Milton Friedman. Certes, un rôle d'initiative particulière peut être reconnu aux entrepreneurs, mais ce sont ultimement les consommateurs qui valident ou non, par leur demande, les offres marchandes de ces entrepreneurs. Ces individus indépendants peuvent entrer en relation et coopérer à travers l'échange volontaire, qui exclut la violence, la force et la coercition. Les diverses initiatives individuelles sont coordonnées grâce à la dynamique anonyme des prix,
qui opèrent sur les marchés concurrentiels. Pour les tenants du libéralisme économique, le marché est un ordre autorégulé grâce à la flexibilité des prix, comme si une main invisible opérait par la loi de l'offre et de la demande. Cette expression smithienne de main invisible est réinterprétée, voire détournée, comme métaphore de la coordination marchande. Je précise ici que chez Smith lui-même, la main invisible est un opérateur vertical qui relie de façon providentielle les intentions individuelles égoïstes et les résultats sociaux bénéfiques. Ce n'est pas un opérateur horizontal de coordination des intérêts privés. Quoi qu'il en soit, la thèse libérale que je viens d'évoquer fait évidemment écho à une thèse plus analytique ou théorique développée par la microéconomie walrasienne, une thèse suivant laquelle les rationalités individuelles peuvent composer un équilibre optimal en concurrence parfaite, c'est-à-dire ce que Walras appelait la libre concurrence organisée. Alors on le voit, le fonctionnement de ces économies décentralisées ne repose ni sur un commandement central, ni sur des prescriptions données a priori. Les économies décentralisées, en fait, ce ne sont pas des économies traditionnelles, lesquelles reposent sur une assignation sociale des rôles économiques donnés aux agents. Et les économies marchandes ou capitalistes, ce ne sont pas non plus, par définition, des économies centralisées, lesquelles fonctionnent selon une planification générale qui est imposée par une autorité politique du type Gosplan pour l'ancienne Union soviétique. Pour reprendre deux expressions d'Hayek, l'ordre spontané du marché n'est pas l'ordre volontaire de l'État central, ni celui de la tradition sociale, pourrait-on ajouter. On vient ici de décrire une économie de marché en quelque sorte idéale, éloignée en fait des économies décentralisées réellement existantes. L'économie capitaliste pourrait, dans cette perspective, être le nom d'une économie de marché, disons, imparfaite, qui serait associée à des équilibres inefficients. Et à partir de là, on pourrait développer l'idée que l'économie capitaliste, c'est une économie qui est composée de marchés, mais aussi d'organisations, des organisations qui trouveraient leur raison d'être dans les imperfections du marché, comme l'a développé par exemple le grand économiste Arrow. J'en viens donc, dans une deuxième partie, à évoquer la possibilité d'un premier écart entre marché et capitalisme, la question qui se pose étant celle de la continuité ou de la rupture entre la norme marchande dont on part et l'économie capitaliste dont on veut parler. Une première thèse, donc, serait celle suivant laquelle le capitalisme, c'est le marché avec en plus l'organisation, mais une organisation qui serait en quelque sorte générée par les imperfections, les insuffisances du marché, ce qu'en anglais on appelle les market failures. Et précisément dans la ligne de la nouvelle microéconomie qui s'est développée à partir des années 1970, l'étude des concurrences imparfaites a mis en avant le rôle de big agents, le rôle de gros agents qui ont du pouvoir de marché, des agents qui, de façon un peu étonnante, pourraient être identifiés à ceux que le grand historien français Fernand Braudel appelait des capitalistes, justement. Cette nouvelle microéconomie, elle a aussi proposé deux thématisations, deux façons de penser l'entreprise. Selon la théorie des coûts de transaction, développée sur la base des travaux de Coase, la main invisible du marché coexiste avec la main visible des managers, pour reprendre l'expression de Chandler. Et suivant la théorie de l'agence, qui se développe à partir, en effet, des années 1970, la firme est pensée comme un nœud, un nexus de contrats qui sont édifiés sur la base d'asymétrie informationnelle, notamment entre l'actionnaire et le manager. À vrai dire, le terme de capitalisme n'est pas privilégié par cette nouvelle microéconomie. Mais on pourrait parfaitement, dans cette logique, appeler économie capitaliste cette économie faite de marchés imparfaits et d'organisations correctrices. Cette économie donc marchande en quelque sorte impure, qui inclurait des phénomènes de pouvoir et qui mettrait en évidence une certaine hiérarchie. L'antithèse de cette première thèse consisterait à dire que le capitalisme est en fait irréductible au rapport marchand. Il y a du marchand dans le capitalisme, mais il y a aussi des éléments
fondamentalement non marchands dans le capitalisme. Et notamment, s'il y a des phénomènes institutionnels ou organisationnels dans le capitalisme, ils ne se justifient pas, ils ne s'entendent pas sur la base de défaillances marchandes. Partons d'Adam Smith, qui définissait d'abord ce qu'il appelait une économie d'État primitif, faite de travailleurs indépendants, libres et égaux. Là, on a un modèle d'économie marchande, en quelque sorte. Smith envisageait ensuite une économie qu'il appelait l'économie de l'État avancé, qui est structurée entre des propriétaires fonciers qui touchent la rente, des entrepreneurs capitalistes qui touchent le profit et des travailleurs qui touchent le salaire. C'est là, en quelque sorte, une économie capitaliste, même si on ne trouve pas à proprement parler le terme chez Adam Smith. En écho, voire en rebond, Marx considère d'abord ce qu'il appelle la production marchande simple, avec division sociale du travail, puis dans un second temps, il saisit ce qu'il appelle le mode de production capitaliste, qui est structuré sur deux rapports sociaux fondamentaux, le rapport marchand, idéalement symétrique, et le rapport salarial, fondamentalement asymétrique. Dans la représentation des économistes classiques, Smith, Ricardo, et aussi celle de Marx, mais également dans la représentation de Keynes, l'économie capitaliste ne se comprend pas comme une société marchande composée d'individus. L'économie capitaliste, c'est une société composée de groupes sociaux, ce que Marx appellera des classes sociales, qui sont hiérarchisées. L'asymétrie essentielle dans ces économies capitalistes, elle tient en fait à ce que Marx appelle le rapport salarial, qui ne se ramène pas, qui ne se réduit pas à un rapport marchand. Alors ce rapport salarial, on peut le prendre de deux bouts en quelque sorte. Du point de vue inférieur des travailleurs salariés, le fait de se faire employer, le fait de trouver un emploi, en tant que cet emploi est source de salaire, c'est une nécessité vitale ou sociale. À partir du moment où les travailleurs en question, que Marx appelle les prolétaires, sont déterminés par l'absence, par leur éloignement des moyens de production et donc par l'absence de revenus de propriété. Pensons aussi qu'à l'époque où écrit Marx, il n'y a pas encore d'État-providence et il n'y a donc pas de revenus de transferts sociaux qui sont envisageables pour permettre aux travailleurs de consommer, d'accéder aux biens de consommation. Du point de vue maintenant supérieur des entrepreneurs capitalistes, la capacité à dépenser, notamment en versement de salaire, avant même d'avoir fait des recettes par les ventes, permet en fait de décider des niveaux de production, des niveaux d'emploi, des niveaux d'investissement et donc de prendre les décisions économiques primordiales. La différenciation introduite entre économie de marché et économie capitaliste est fondée sur une dimension hiérarchique qui est consubstantielle au capitalisme. L'économie capitaliste, ça n'est pas donc une économie d'échange marchand qui serait composée d'individus égaux. D'une part, les phénomènes organisationnels ne sont pas secondaires en économie capitaliste. Le marché, c'est la sphère de l'échange, l'entreprise, c'est le lieu de production, et l'échange et la production sont des actes économiques substantiels irréductibles l'un à l'autre. De plus, les phénomènes de pouvoir qui sont en cause dans le capitalisme ne sont pas contingents. Même si la subordination salariale qui est consentie est évidemment plus douce que la subordination féodale qui était obligée, et plus encore que la subordination esclavagiste qui était un mode qui faisait du travailleur une véritable propriété de son maître. Dernière partie, il s'agit en fait de se demander pourquoi ce rapport salarial est au cœur du capitalisme. Il est au cœur du capitalisme parce que c'est en employant des travailleurs qu'on va précisément pouvoir produire et donc qu'on va faire des recettes qui vont permettre un profit. Et ce profit, en fait, il a pour destination l'accumulation du capital. En régime capitaliste, on ne fait pas du profit pour accroître sa consommation personnelle ou privée. En fait, on remise, en quelque sorte, on retourne au jeu
et on va réinvestir le profit qui a été enregistré. L'idée est donc qu'au cœur du capitalisme, il y a cette dynamique d'accumulation du capital. La logique même du capitalisme est d'être dynamique dans ce lien circulaire entre profit et investissement. Beaucoup d'auteurs, parmi ceux qui ont mobilisé la notion de capitalisme, ont souligné cette dynamique intrinsèque. Chez Braudel, par exemple, le capitalisme, et Braudel nous parle essentiellement du capitalisme d'avant la révolution industrielle, ce capitalisme, c'est d'abord le fait de négociants, de financiers, de gros marchands, donc qui contournent, qui détournent les marchés locaux, les marchés ordinaires, les marchés transparents, par des pratiques monopolistiques, des pratiques innovatrices, des pratiques de haute finance ou de commerce au long cours. Dans tous les cas, des pratiques qui visent la recherche de profits substantiels. Chez Schumpeter, l'évolution économique est un processus qu'il qualifie de destruction créatrice. Il s'agit d'une dynamique qui est animée par des entrepreneurs charismatiques qui vont réaliser des innovations, innovations de produits, innovations de processus de production, ouverture de nouveaux marchés, etc. Ces innovations ont la caractéristique d'intervenir en grappes, en clusters, comme on dit aujourd'hui, et elles sont le support de phases de croissance forte. Chez Marx aussi, cette caractéristique dynamique et transformatrice du capitalisme est mise en avant. Dans le cas de Marx, on va pouvoir retrouver une comparaison entre économie capitaliste et économie de marché sur la base d'une vieille distinction aristotélicienne que Marx mobilise. Marx différencie en effet deux formes de circulation monétaire. Il va appeler M la marchandise et A l'argent. Et sur cette base, il va d'abord définir un cycle qu'il appelle MAM'. Ça veut dire quoi, MAM'? Ça veut dire MA puis AM'. MA, ça veut dire vendre. AM', ça veut dire acheter. Donc, sous le cycle MAM', on vend pour acheter. Et ce qu'on vise ici, c'est une diversification du panier de biens. Pensons par exemple à un boulanger qui produit du pain. Il en autoconsomme une petite partie et il en vend l'essentiel. Il vend l'essentiel de sa production et avec les recettes de ses ventes, il achète du vin au vigneron, de la viande au boucher, etc., etc. Ce qui est ici en cause, c'est en fait une logique marchande finalisée sur la satisfaction consommatoire. Et cela fait écho à ce que Aristote appelait la bonne crématistique. La crématistique, chez Aristote, c'est l'art d'acquisition. Et la bonne crématistique, c'est l'art d'acquisition fini et concentré sur la perfection de la subsistance. Marx va définir un cycle de circulation de l'argent propre au capitalisme qu'il va appeler AMA', qui se différencie de ce premier cycle MAM'. Avec le cycle AMA', on achète AM pour vendre MA', en visant en fait un profit, c'est-à-dire en recherchant un delta A, un surcroît de A' par rapport à A. Comme dit Marx, le capital est une valeur qui se valorise, c'est une valeur qui s'inscrit dans le processus même de sa valorisation. L'idée supplémentaire est que ce profit qui est recherché dans l'activité de mise du capital, c'est un profit qui va être réinvesti et qui ne va pas sortir de ce circuit en étant consommé. La circularité entre le profit et l'investissement, entre la rentabilisation du capital et l'accumulation du capital, c'est en fait une boucle sans fin. Ce jeu est volontaire pour Ricardo. Pour Ricardo, les capitalistes investissent s'ils en ont envie, c'est-à-dire si le taux de profit est suffisamment rémunérateur. Pour Marx, c'est différent. Ce jeu est en quelque sorte forcé, en raison en fait de la concurrence entre les capitalistes qui rend en fait l'investissement nécessaire. Si vous n'investissez pas, vous êtes, et notamment si vous n'achetez pas des biens de production qui seraient plus productifs, eh bien, vous allez être dépassé par la concurrence et vous allez disparaître. De sorte que, d'une certaine façon, chez Marx, évidemment, les capitalistes aussi sont victimes de l'organisation du mode de production capitaliste. Alors, ce cycle
AMA', distingué par Marx du cycle MAM', il fait écho à ce que Aristote appelait la mauvaise crématistique, c'est-à-dire la recherche insatiable de richesse générale. C'est aussi ce qu'Aristote appelait le désir d'argent, soit une façon pathologique et illusoire de rechercher l'éternité. Il y a ici un rebond qu'on pourrait faire par rapport à la peur de la mort développée par Freud, et aussi on pourrait ici mentionner le rebond effectué par Keynes, qui évoquait en fait le dérivatif de dépenses d'énergie qui est ici en cause, avec des entrepreneurs qui s'adonnent au jeu économique. On aboutit finalement à un paradoxe. Le capitalisme, qui est, on vient de le défendre, un système qui vise l'accumulation du capital et non pas la satisfaction des besoins, le capitalisme s'est révélé être une organisation économique assez efficace dans cette tâche de satisfaction des besoins, fût-ce au prix d'une distribution inégale des ressources. Le capitalisme opère aussi une relance perpétuelle des désirs consommatoires, une relance qui est autant nécessaire à la poursuite de l'accumulation qu'elle est désastreuse pour l'environnement.